Bonjour, donc on va commencer. Merci d'être là. Et alors aujourd'hui, on va avoir deux sujets. En fait, on va voir le contrôle de la ventilation, c'est-à-dire comment finalement les muscles se contractent, reçoivent l'ordre de se contracter et se contractent de façon correcte. Les muscles respiratoires, donc pour permettre les entrées d'air et dans et vers et en dehors du poumon. Ça va nous prendre à peu près une demi-heure. Et puis ensuite, le dernier cours qui va être un petit peu un cours de physiologie comparée. C'est-à-dire que maintenant vous avez compris comment se passent les échanges gazeux au niveau du poumon, eh bien on va regarder comment ça se passe dans un autre organisme, notamment chez le fœtus, où le poumon n'est pas fonctionnel et où en fait c'est le placenta qui va assurer donc les échanges gazeux. Et puis évidemment on va regarder la deuxième partie, donc ça va nous prendre aussi à peu près une demi-heure. Et puis ensuite on va voir comment se passe la transition, comment le fœtus ou le nouveau-né va passer d'échanges placentaires, d'échanges gazeux placentaires à des échanges qui sont assurés par le poumon. Donc première partie, contrôle de la ventilation. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est comprendre comment et contrôler la fonction des muscles respiratoires. Les muscles respiratoires, c'est pas du tout comme le muscle cardiaque. Vous savez que le muscle cardiaque, vous l'avez appris avec les précédents cours, il va se contracter de façon automatique avec des cellules pacemaker au niveau du cœur, et le système nerveux autonome va moduler cette fréquence cardiaque de base. Les muscles respiratoires ne fonctionnent pas comme ça. Il va y avoir un contrôle assuré par le système nerveux central. Donc on va regarder, le plan ça va être de regarder les effecteurs. Les effecteurs c'est les muscles. Les centres, donc les centres respiratoires, les récepteurs, puisque les centres ils vont recevoir des informations des récepteurs, et puis finalement, une fois qu'on aura vu les différents éléments de ce contrôle de la ventilation, on va regarder qu'est-ce que c'est exactement que cette réponse ventilatoire. Alors, le schéma général, c'est un schéma qui va que vous allez retrouver pour différents organes quand on parle d'un contrôle qui est neurologique. Pour l'homéostasie, donc c'est-à-dire pour maintenir un fonctionnement, on va dire, normal de l'organisme, il y a évidemment des systèmes de contrôle de contrôle, on va dire, et de régulation. Et il y en a essentiellement deux, c'est le système neurologique et le système endocrinien. Là, nous, on va parler donc du système neurologique, puisque le système respiratoire est sous contrôle neurologique. Et quand on parle du contrôle neurologique, le schéma est toujours le même. Il y a une variable qu'on va dire régulée. Régulée, ça veut dire que la variable, elle reste dans des limites relativement constantes tout au long de la vie. Par exemple, si on reprend encore l'exemple de la physiologie cardiovasculaire, une variable, si on parle du débit cardiaque, est-ce que pour vous c'est une variable régulée ? Oui ou non? Bon, là, j'entends rien. Alors, c'est une variable régulée? Oui? Non, pas du tout. Le débit cardiaque, vous savez très bien, il est à 5 litres minute, ok. Ça, c'est au repos. Mais si vous allez faire un exercice, il peut monter énormément. D'accord? Donc, clairement, ce n'est pas une variable qui va rester dans des limites fixes, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. D'accord? Le débit cardiaque, c'est une variable qui va s'adapter. Il n'y a pas de régulation du débit cardiaque. On le dit, on parle de régulation du débit cardiaque, mais c'est une mauvaise expression. Parce que le débit cardiaque, clairement, c'est une variable qui va s'adapter aux conditions physiologiques. La variable qui est régulée au niveau cardiovasculaire, c'est la pression artérielle. Votre pression artérielle, elle est à une certaine, généralement c'est en moyenne à 14,8 on va dire, et si vous allez faire un exercice, elle va bouger un peu, mais elle va pas monter à 20-10, d'accord? Elle va monter à 15, mais elle va rester dans des limites relativement constantes, d'accord? Donc la pression artérielle est régulée, le débit cardiaque il s'adapte. Alors quelle est la variable régulée au niveau respiratoire ? Ce sont les PO2 et les PCO2, d'accord? PO2 et PCO2 vont rester relativement constantes, quelles que soient les conditions physiologiques. Si vous faites un exercice important, la PO2 et la PCO2 vont peu bouger. Elles vont se modifier, bien sûr, mais elles vont rester relativement constantes. Alors, cette variable régulée, elle va
comment ça se fait qu'elle va être régulée? Ben d'abord, il va y avoir des récepteurs qui vont être sensibles aux variations de cette variable. Ces récepteurs, ils vont envoyer des informations vers le système nerveux central par des voies qu'on appelle afférentes. D'accord? Le préfixe A veut dire que ça va vers. Et le système nerveux central intègre toutes ces informations. Il envoie des ordres par les voies efférentes. D'accord? C'est des voies qui s'éloignent du système nerveux central, qui vont aller sur des effecteurs. Et ces effecteurs vont donc remettre la variable régulée dans les valeurs que l'on souhaite, qui sont relativement constantes tout au long de la vie, quelles que soient les conditions physiologiques. Vous l'avez vu, je pense, pour la pression artérielle. La pression artérielle, vous avez des barorécepteurs, d'accord, des récepteurs liés à la baro, c'est la pression, et ces barorécepteurs vont envoyer des informations au système nerveux central quand il y a des variations un petit peu de la pression artérielle du fait de conditions physiologiques, et du coup il va y avoir des ordres qui vont être envoyés au niveau des vaisseaux pour que et du cœur également parfois, pour qu'il y ait que cette pression artérielle soit maintenue constante. D'accord? Donc c'est toujours le même système. Quand c'est un contrôle neurologique, il y a toujours cette boucle-là. Alors, au niveau respiratoire, donc on a dit les variables régulées, c'est les PO2 et les PCO2 artériels, hein, dans le système artériel, qui vont être maintenues relativement constantes. Donc, dans le système artériel systémique, hein, bien sûr. Quels sont les effecteurs? Eh bien, ce sont les muscles respiratoires, et on va en parler, bien sûr, ce sont les muscles ventilatoires, mais également, vous allez voir, on va toucher deux mots, c'est un système assez complexe, et par exemple, les muscles des voies aériennes supérieures vont également jouer un rôle. Donc, les muscles respiratoires, ce sont les effecteurs, et par ce qu'on appelle la ventilation, c'est-à-dire par leur contraction musculaire, leur force de contraction ou la fréquence de contraction, ils vont permettre de maintenir une PO2, une PCO2 artérielle relativement constante. Et eux, ils vont recevoir des ordres donc du système nerveux central, et ce qu'on appelle les centres respiratoires, ils sont situés au niveau du système nerveux central dans le tronc cérébral. Le tronc cérébral, vous savez, c'est cette structure qui est sous le cortex. Et donc, on l'appelle le générateur central de la ventilation. Donc, on va parler un peu des muscles, on va parler un petit peu, il y a une ou deux diapos, là encore une ou deux diapos pour le centre respiratoire. Et puis, surtout, on a des récepteurs. Et les récepteurs, eh bien, ils sont nombreux. Alors, d'abord, on a ce qu'on appelle les chémorécepteurs. Chémorécepteurs, ça veut dire ce sont des récepteurs qui sont sensibles à des variables chimiques. D'accord? Parfois, on les appelle les chimiorécepteurs, c'est la même chose. Chémorécepteurs, chimiorécepteurs, ils sont sensibles à des variables chimiques. Il y en a qui sont au niveau central, ça veut dire qu'ils sont en fait dans le système nerveux central, ils sont au niveau du tronc cérébral, donc très proche des centres respiratoires. Et on va en parler un peu plus pour eux. Ils sont sensibles à la PCO2 artérielle et au pH. Et on a également des chémorécepteurs, donc ou chimiorécepteurs périphériques, donc qui sont en dehors du système nerveux central, et eux, ils sont sensibles à la PaO2, PaCO2 et au pH. On a d'autres, donc nous on va surtout parler de ces deux types de récepteurs, mais on a d'autres récepteurs, par exemple des mécanorécepteurs, c'est-à-dire des récepteurs qui vont être sensibles à des variables mécaniques, et ils sont situés au niveau du système respiratoire, au niveau des bronches, au niveau du poumon, mais ils sont situés aussi au niveau du système locomoteur. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez commencé à faire un exercice important, eh bien, au niveau des articulations, il y a des récepteurs qui vont envoyer cette information au niveau du système nerveux central, et finalement, ça va se répercuter sur une modification de la ventilation. On a également, vous le savez bien, la douleur, les émotions ou la température qui vont modifier également la ventilation en envoyant des informations au niveau du système nerveux central. Et enfin, vous pouvez, de façon volontaire, modifier votre respiration. Donc vous avez aussi le cortex et les centres supérieurs qui peuvent envoyer des ordres ou des informations au niveau du système nerveux central pour que vous modifiez, par exemple, volontairement ou parfois involontairement, on va en reparler aussi, de votre ventilation. Alors, on va commencer d'abord par les effecteurs. Donc, les effecteurs, comme je vous l'ai dit, ce sont des muscles respiratoires. Ce sont des muscles de type squelettique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la structure des muscles, mais il y a des muscles lisses, des muscles squelettiques, et puis il y a le muscle cardiaque qui est un petit peu un mélange des deux. Là, ce sont des muscles d'aspect squelettique. Ils ont une activité qu'on appelle phasique, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont une activité permanente de contraction et de décontraction tout au long de l'existence. Leur but, c'est d'assurer la ventilation pulmonaire et, comme on vient de le voir, ils ont une commande
extrinsèques dans le système nerveux central, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas des cellules pacemaker intrinsèques dans leur structure. Au contraire, ils ont une commande, donc pas comme le muscle cardiaque, ils ont une commande externe, donc on appelle extrinsèque. Elle est située dans le système nerveux central. Elle a deux composantes, on vient de le voir. Automatique, donc neurovégétative, qui est située dans le tronc cérébral, puisque bien sûr, vous n'avez pas, votre respiration d'une manière générale se fait sans que vous ayez besoin à chaque fois de vous en occuper, heureusement. Et il y a aussi une commande extrinsèque dans le système nerveux central et qui peut être consciente. Je vais assez vite parce que je pense que c'est des points qu'il faut connaître, mais enfin c'est un peu, vous les connaissez déjà sans le savoir, hein, je pense. Alors, les effecteurs, on en a un tout petit peu parlé. Les muscles, quels sont-ils? On a des muscles inspiratoires. Donc les muscles inspiratoires, normalement, vous devriez savoir le principal, là maintenant, si vous vous souvenez un petit peu du premier cours. D'accord, donc on a le diaphragme, qui est situé ici, là, qui ferme la cage thoracique à sa partie inférieure. Et puis, on a aussi des muscles respiratoires accessoires. Il y en a plusieurs. Là, je vous en ai mis un, c'est les intercostaux externes. On a des muscles expiratoires. Il y en a au niveau du thorax, par exemple les intercostaux internes. Mais on a des muscles, les principaux muscles expiratoires sont les muscles abdominaux. Et puis, il y a aussi, dans la ventilation, les muscles des voies aériennes supérieures qui jouent un rôle, et on va en reparler tout à l'heure, et la commande ventilatoire, donc, va organiser une contraction de ces muscles de façon coordonnée. Bien évidemment, à l'inspiration, il va y avoir une contraction des muscles inspiratoires. À l'expiration, si c'est une expiration calme, vous vous souvenez, de volume courant, c'est uniquement l'arrêt de la contraction du diaphragme et des muscles inspiratoires qui va faire que, du coup, il y a une expiration. Mais si vous faites une expiration forcée, eh bien à ce moment-là, les muscles expiratoires vont se contracter. Et bien évidemment, de la même façon, les muscles inspiratoires et expiratoires ne vont pas tous se contracter. Ça va dépendre de l'intensité, de l'importance du volume à inspirer ou à expirer. Donc ça veut dire que bien sûr qu'il y a une commande qui est organisée, qui est coordonnée, mais par exemple, il y a aussi une commande qui est coordonnée au niveau des muscles des voies aériennes supérieures. Effectivement, si vous réfléchissez, je vous ai dit, on a une contraction du diaphragme, donc ça va entraîner une diminution de la pression alvéolaire par rapport à la pression atmosphérique. Et c'est ça qui va faire qu'il y a une entrée d'air dans les poumons. Mais si effectivement, c'est ça qui se passe. Au moment où on a une pression inspiratoire négative, au niveau des voies aériennes, ça entraînerait normalement un collapsus. D'accord ? Le fait qu'il y a une pression ici inspiratoire négative, ici, si les muscles, ici, s'il n'y a pas de tonus, si c'est une cavité molle, eh bien, il va y avoir cette diminution de pression au moment de l'inspiration, va entraîner un collapsus inspiratoire au niveau des voies aériennes supérieures. Et effectivement, bien sûr, ce n'est pas ce qui se passe. Alors, si on fait un enregistrement des nerfs qui commandent les muscles thoraciques ou les muscles des voies aériennes supérieures. Ici, par exemple, on regarde un enregistrement au niveau de la racine C4. Donc ça, c'est plus pour que vous le sachiez. Hein, que vous le connaissiez, mais bien sûr, c'est pas vraiment savoir le détail. Donc la racine C4, c'est celle qui va commander le nerf phrénique. Le nerf phrénique, c'est celui qui va innerver le diaphragme. Donc là, vous voyez qu'on enregistre une activité au niveau de ce nerf. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une commande ici de contraction au niveau du diaphragme. Si on enregistre les racines, alors c'est des racines C1, donc c'est les racines qui sont au niveau de la colonne vertébrale, de la moelle cervicale, C1, C4. Ici, c'est les nerfs des paires crâniennes 9, 10 et 12, donc qui sortent au niveau du tronc cérébral. Si on enregistre l'activité électrique au niveau de ces différents nerfs qui vont aller innerver donc les muscles des voies aériennes supérieures, vous voyez qu'on enregistre une activité au niveau de ces différents nerfs, notamment le 9, le 10, le C1, quelques millisecondes avant l'enregistrement au niveau de ces 4. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, il va y avoir d'abord une commande au niveau des muscles des voies aériennes supérieures pour qu'il y ait une contraction, avant qu'il y ait une contraction diaphragmatique, donc avant qu'il y ait une pression inspiratoire négative. Donc vous voyez que c'est extrêmement bien coordonné, c'est-à-dire qu'il va y avoir une contraction des muscles dilatateurs des voies aériennes supérieures, qui va d'abord
se produire quelques millisecondes avant qu'il y ait la contraction diaphragmatique et donc la pression inspiratoire négative. Et quand vous avez le hoquet, qu'est-ce que c'est le hoquet? Le hoquet, c'est le fait que vous avez une contraction diaphragmatique qui survient de façon justement non coordonnée, et donc vous avez à ce moment-là ce collapsus des voies aériennes supérieures qui fait que du coup vous avez cette sensation de hoquet et de désagréable déjà, et en plus de gêne au niveau des voies aériennes supérieures parce qu'il y a ce collapsus qui survient, il n'y a pas eu la contraction coordonnée des muscles dilatateurs des voies aériennes supérieures. Alors maintenant les centres. Bon, les centres, on ne va pas en dire grand-chose parce que c'est assez complexe et en plus on ne connaît pas tout. Donc ce qu'on sait, c'est que s'il y a une section du tronc cérébral, donc il va y avoir une abolition de la ventilation. On sait que ces centres, ils sont situés dans le bulbe rachidien, mais en fait, donc oui, le tronc cérébral, hein, si je ne sais plus trop ce que vous connaissez en neuro, mais donc on a le cortex ici, et le tronc cérébral, c'est cette structure qui est sous donc le cortex et qui va se prolonger avec la moelle épinière. Donc le tronc cérébral, donc vous avez tout ça, c'est le système nerveux central, et puis ensuite on passe au système nerveux périphérique. Alors donc les centres, ils sont dans le tronc cérébral. On parle de centre, mais en fait c'est à bien grand mot, parce qu'en fait c'est un réseau complexe de neurones, hein. Il n'y a pas un centre qu'on peut vraiment isoler au niveau du tronc cérébral. En fait, c'est un réseau complexe de neurones dans le tronc cérébral qui se trouve dans deux structures du tronc cérébral, ce qu'on appelle le pont. Le pont, on l'appelle parfois la protubérance aussi, et le bulbe rachidien. Et on a donc plusieurs centres, entre guillemets, dans ces deux structures du tronc cérébral qui forment un réseau très complexe de neurones. Donc je vous dis encore, ce n'est pas des centres bien isolables et identifiables. Ces neurones, en tout cas, ils sont de type pacemaker, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont se dépolariser automatiquement et ils vont permettre ce schéma rythmique de la respiration. On sait aussi que c'est assez complexe, hein, puisqu'il y a de nombreux neurotransmetteurs qui interviennent. Je vous en ai mis quelques-uns, là. Ceux qu'on connaît déjà, l'adrénaline, l'acétylcholine, mais il y en a d'autres, comme le GABA, le glutamate, la sérotonine. Et pour vous, c'est à peu près tout ce qu'on va en dire, puisqu'autrement, donc, on connaît pas très bien. Évidemment, il y a des recherches qui sont en cours et on pourrait en parler pendant 1 heure, mais pour vous, je pense que ça suffit. Alors, comment ça fonctionne? En fait, on parle de rampe inspiratoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc, de façon rythmique et de façon automatique, si on fait un enregistrement au niveau du tronc cérébral, on va avoir une activité, on enregistre une activité, et cette activité, elle augmente en quantité tout au long de l'inspiration. C'est ça qu'on appelle la rampe inspiratoire, c'est-à-dire qu'en fait, on a une petite activité au départ, puis petit à petit, l'activité augmente, donc il y a une sorte de recrutement de neurones qui se dépolarisent et pour lesquels on peut observer une activité. Pendant cette rampe inspiratoire, on va avoir donc une activité qui est observée au niveau du nerf phrénique. Donc on a une activité au niveau du tronc cérébral pendant la période qu'on appelle l'inspiration. De la même façon, on va observer donc ces neurones au niveau du tronc cérébral qui finalement vont propager leur activité jusqu'au niveau du nerf phrénique. Donc on observe aussi une activité au niveau du nerf phrénique. Et cette activité au niveau du nerf phrénique, elle va entraîner une contraction diaphragmatique. Donc cette contraction diaphragmatique, nous, on peut l'enregistrer ou on peut aussi regarder la résultante. La résultante, ça va être un débit d'air inspiratoire dans les voies aériennes et une augmentation du volume pulmonaire au niveau du poumon. Ensuite, la rampe inspiratoire, on n'a plus d'activité. Donc là, c'est pour quand on a une contraction pour un volume courant, hein, pour une modification de volume de type volume courant. Ensuite, au niveau de la rampe inspiratoire, on va avoir un arrêt de l'activité. Et cet arrêt d'activité, il va aussi s'accompagner d'un arrêt d'activité au niveau du nerf phrénique, d'une inversion du débit d'air au niveau des voies aériennes et d'une diminution du volume courant, avec donc une diminution du volume pulmonaire. Enfin, une expiration du volume courant, je veux dire, et une diminution du volume pulmonaire. Alors maintenant, on va parler des récepteurs.
Et ici, vous avez le schéma de ce que je vous ai dit précédemment. On a différents types de récepteurs, des chimiorécepteurs ou chémorécepteurs, cela on va en reparler, mais on a aussi des récepteurs au niveau des muscles, des articulations, des mécanorécepteurs, donc sensibles à des modifications mécaniques, des récepteurs sensibles à des agents irritants, et puis on a également des récepteurs sensibles à la douleur, à des stimuli émotionnels, et puis les centres supérieurs donc, qui vont permettre un contrôle volontaire de la ventilation. Là, on se trouve au niveau du tronc cérébral et ce gros aéroco orange, là, il est censé représenter les centres respiratoires. Mais évidemment, c'est un schéma et ce n'est pas tout à fait un reflet de la réalité. Donc la ventilation, elle va s'adapter à de multiples contraintes, métaboliques ou mécaniques, et ça va être une intégration, finalement, la contraction musculaire qui va permettre, selon les volumes pulmonaires qui vont être mobilisés et la fréquence respiratoire, vont dépendre de l'intégration de tous ces signaux. Nous, on va parler uniquement des chimiorécepteurs centraux et des chimiorécepteurs périphériques. Alors, les chimiorécepteurs centraux, ils sont situés au niveau du tronc cérébral, donc ils sont situés très près des centres respiratoires, et ils sont situés à proximité de la 9e et 10e paire crânienne. Donc, vous savez, il y a 12 paires de nerfs crâniens, donc on a là qui sortent du tronc cérébral de façon étagée, et donc les récepteurs centraux, donc les chimiorécepteurs centraux, sont situés au niveau de la 9e et 10e paire crânienne. Alors, ils sont représentés ici. Ça, c'est censé être le bulbe, hein, le tissu, là. Et on a ici un récepteur, donc, qui est un chémorécepteur. Ces chémorécepteurs, ils sont entourés par le liquide céphalorachidien, donc qui entoure la structure cérébrale, enfin du système nerveux central. Et puis, il y a des vaisseaux ici, dans lesquels le sang circule et qui vont permettre donc d'apporter au système nerveux central les nutriments et puis les gaz dont ils ont besoin. Alors, ces récepteurs, en fait, ces chémorécepteurs, ils vont surtout répondre aux variations de modification des ions H+ dans le liquide céphalorachidien. Alors, mais comment ça fonctionne? Si vous avez ici dans le sang une acidose avec une augmentation de la PCO2, en fait, les ions H+ passent très peu la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire qu'ils passent très peu à travers les vaisseaux cérébraux, et ça va être les gaz qui vont circuler plus librement, notamment le CO2, donc qui va circuler librement. Mais vous savez que le CO2 va se combiner avec l'eau. On a vu cette réaction au dernier cours, et il va former l'H2CO3. L'H2CO3 se dissocie rapidement pour donner H+ et HCO3-. Et finalement, s'il y a une augmentation de la PCO2 dans le capillaire cérébral, il va y avoir une augmentation de la PCO2 dans le liquide céphalorachidien, mais cette augmentation de PCO2, en fait, va aussi s'équilibrer et donner une augmentation d'H+. D'accord, hein, c'est la réaction par laquelle le PCO2, en fait, l'augmentation de CO2 entraîne une acidose dans le milieu. Et donc l'H+ ici va du coup se fixer au chémorécepteur central. L'information va être donnée au niveau donc des centres et ça va entraîner une augmentation. La réponse, ça va être une augmentation de ventilation. Donc finalement, les chémorécepteurs, ils vont répondre aux variations de H+, du liquide extracellulaire, mais c'est en fait le CO2 contenu dans le sang qui contrôle la ventilation et il contrôle la ventilation principalement par son effet donc sur le pH du LCR. Donc ça, c'est un point important parce que ça veut dire que la PCO2 va jouer un rôle capital, on va le voir tout à l'heure, dans le contrôle de la ventilation. C'est les modifications de PCO2 qui vont être capitales pour modifier la ventilation. Après, les chémorécepteurs périphériques, on en a de deux types, donc ils sont en dehors du système nerveux central et ils sont situés, eux, au niveau donc des systèmes cardiovasculaires. Ils sont situés au niveau de la crosse aortique, ici, et ils vont envoyer leurs informations par le nerf qu'on appelle le nerf vague, c'est la 10e paire crânienne. Et ils sont situés au niveau des corpuscules carotidiens, c'est-à-dire au niveau au-dessus et en dessous de la crosse aortique, au niveau de la bifurcation des artères carotides communes, donc les corpuscules carotidiens, et eux, ils envoient leur information par la 9e paire crânienne qu'on appelle le nerf glossopharyngien. Alors vous voyez que ces chémorécepteurs, ils sont situés aux mêmes endroits
que ce que vous avez dû voir pour les barorécepteurs, d'accord? Mais ce ne sont pas les mêmes, bien sûr. Les barorécepteurs, ils sont situés aussi au niveau de la crosse aortique et du corpuscule carotidien. Ils sont sensibles aux modifications de la pression artérielle, alors que ceux-là sont sensibles aux modifications chimiques. Ils répondent à la diminution de la PO2 artérielle, ils répondent aussi à la diminution du pH et ils répondent aussi à l'augmentation de la PCO2 artérielle. Donc ils sont sensibles PO2, pH et PCO2. Alors, quand on dit qu'ils sont sensibles à la variation de PO2, voilà leur activité, c'est-à-dire qu'en fonction de variation de la PO2, quelle est l'activité que l'on va enregistrer au niveau donc des corpuscules carotidiens. Et bien, vous voyez qu'au début, à des pressions très élevées, on n'enregistre rien. Et puis, c'est après à peu près 60 mm de mercure qu'on va enregistrer une importante activité au niveau de ces récepteurs. Vous voyez qu'ils vont être sensibles à la PO2, mais déjà pour des variations de PO2 qui sont, enfin des diminutions de PO2 assez importantes. Alors, on connaît pas mal comment ils fonctionnent. Ils fonctionnent par l'intermédiaire de canaux potassium. Je vais passer rapidement parce que je vois quand l'heure avance. Et éventuellement, vous avez les diapos, vous pouvez regarder. Donc, la variation de la PO2 va activer, donc c'est au niveau de ce qu'on appelle la cellule glomérulaire dans le corpuscule carotidien. Alors attention, là encore, c'est un peu, ça peut prêter à confusion, mais on appelle cellules glomérulaires ces cellules du corpuscule carotidien, mais bien évidemment, ça n'a rien à voir avec les cellules rénales, glomérulaires rénales. Et donc, on sait qu'on a d'abord une stimulation, la PO2 va stimuler des canaux potassium qui se ferment, du coup, il y a une dépolarisation cellulaire, une entrée de calcium, et puis finalement une exocytose de vésicules qui contiennent la dopamine et qui vont stimuler ces récepteurs. Bref, et qui vont du coup, ici, envoyer l'information par les neurones afférents. Mais bref, on passe, c'est un peu du détail pour vous. Et donc, comment ça va fonctionner? Eh bien, si jamais il y a une hypercapnie, on a vu qu'on va avoir une stimulation des récepteurs centraux et une stimulation possible des chémorécepteurs périphériques. La proportion, c'est 70%. La réponse, elle va être liée à 70% pour les chémorécepteurs centraux et à 30% pour la stimulation des chémorécepteurs périphériques. En revanche, si on a une réponse si on a une hypoxémie, la réponse ventilatoire, elle va être liée, on a vu, à 100% pour les chémorécepteurs périphériques, puisque les chémorécepteurs centraux ne sont pas sensibles aux variations de la PO2. Donc, on a vu ici dans nos schémas ces deux types de chémorécepteurs. Là, je ne vais pas en parler, tout ce qui est mécanorécepteur, récepteur irritant. On va simplement parler un petit peu du rôle du cortex cérébral. Donc, le rôle du cortex cérébral, il va vous permettre un contrôle volontaire de la ventilation. C'est-à-dire, par exemple, si vous décidez de retenir votre respiration parce que vous voulez nager en apnée, ça va être évidemment un contrôle volontaire. Ou si vous voulez, on vous demande de réaliser une exploration fonctionnelle respiratoire, on va vous demander de faire des mouvements ventilatoires particuliers, là encore, ça va être le contrôle volontaire. Mais le cortex cérébral, il n'intervient pas que dans ce qui est volontaire, il va aussi intervenir, par exemple, pour l'utilisation de l'appareil respiratoire à des tâches non respiratoires, comme parler, comme chanter. Quand vous parlez, quand vous chantez, votre appareil respiratoire, évidemment, se met dans une certaine... il ne va pas ventiler comme d'habitude. Et donc là, ça va être le cortex cérébral qui va moduler cette activité phasique de l'appareil respiratoire pour s'adapter donc à ces situations quand vous parlez ou quand vous chantez. De même, si vous riez, vous pleurez, vous vous adaptez à l'effort, là encore, votre ventilation va s'adapter à ces situations. C'est ce qu'on appelle le contrôle comportemental de la respiration, et ça aussi, c'est lié au cortex cérébral. Et puis, il y a les sensations respiratoires. Quand vous êtes essoufflé, c'est ce qu'on appelle la dyspnée. La sensation respiratoire, elle aussi, c'est le cortex cérébral qui va finalement intervenir là-dedans, dans cette sensation. Alors maintenant, les dernières parties du cours, c'est les réponses ventilatoires, la réponse au CO2, la réponse à l'O2, et on pourrait faire aussi la réponse au pH, mais là, on ne va pas le faire. Alors, réponse au CO2. Donc, je vous ai dit, le PCO2, c'est le facteur le plus important dans le contrôle de la ventilation dans des conditions normales. Elle est surtout liée à la stimulation des chémorécepteurs centraux et pour une partie, donc pour 30%, aux récepteurs périphériques. Alors, on va se mettre ici pour une PO2 alvéolaire normale. Bon, elle est là à 110, mais enfin, à peu près normale. Et on va regarder comment évolue la ventilation en litres minutes. Donc là, c'est à la fois, ça veut dire que la ventilation, c'est la contraction des muscles respiratoires. Et
qui peuvent varier soit en intensité de contraction, donc en litres qui vont être ventilés, ou aussi en fréquence. Mais là, on va faire un total qui est en litres-minutes. Donc, on va regarder comment évolue la ventilation en litres-minutes en fonction de modifications de la PCO2 alvéolaire. Alors, nous, normalement, on a une PCO2 alvéolaire à peu près à 40, et on est dans une situation donc, de PO2 alvéolaire normale. Une PCO2 alvéolaire à 40, on a une ventilation qui est à peu près à entre 10 et 12, on va dire, litres minutes. Si la PCO2 alvéolaire augmente, vous voyez qu'on a une augmentation linéaire de la ventilation avec l'augmentation de la PCO2. D'accord ? C'est la réponse ventilatoire à l'augmentation de CO2. Donc pour une PO2 normale, la ventilation augmente de 2 à 3 litres minutes à peu près pour chaque élévation de 1 mm de mercure de la PCO2. Ça, c'est le premier point. Donc, augmentation linéaire de la ventilation quand la PCO2 augmente, quand la PO2 est normale. Si la PO2 est abaissée, ici par exemple, la PO2 est à 47 ou là au 37 mm de mercure dans l'alvéole, on voit qu'à ce moment-là, on va avoir de base pour une PCO2 normale une ventilation plus importante et que la pente de réponse va être plus forte. D'accord, c'est assez logique. En cas de PO2 alvéolaire abaissé, eh bien, la réponse ventilatoire à l'augmentation de PCO2 va être de base plus importante et la pente de réponse est plus forte. Alors, qu'en est-il pour la réponse à l'O2 ? Eh bien, on a une réponse qui est différente, mais qui correspond à ce qu'on a vu pour la stimulation des récepteurs périphériques, donc des chimiorécepteurs périphériques à la variation de la PO2. Donc je vous rappelle, c'est les corpuscules carotidiens et aortiques qui jouent un rôle là, et lorsqu'il y a une baisse de la PaO2, on va avoir une stimulation bien sûr de la ventilation. Mais vous voyez que si on se met à une PCO2 normale, alors là elle est un peu basse, mais enfin on va dire qu'elle est normale, en PCO2 à 36, vous voyez que si on baisse la PO2, donc la PO2 normalement elle va être à 100, on a une certaine ventilation aux alentours de 10 litres minutes pour une PO2 normale. Si la PO2 baisse, vous voyez qu'on va avoir d'abord aucune réponse ventilatoire particulière et c'est quand la PO2 va être abaissée en dessous de 60-70 mm de mercure qu'il va y avoir une réponse ventilatoire nette et assez importante. Et ça, bien sûr, ça reflète le fait que les chémorécepteurs sensibles à la PO2 ne vont être activés que pour des baisses de PO2 aux alentours de 60-70. D'accord ? C'est ce qu'on a vu précédemment. Alors, si on se met avec une PCO2 élevée dans l'alvéole, on voit que la réponse, évidemment, aussi augmente. Et en fait, on va avoir une réponse combinée. Donc là, je ne passe pas dans les détails, mais en fait, la réponse combinée des deux réponses, enfin, les effets combinés des deux réponses à une PCO2 basse, à une PCO2 élevée, à une PO2 basse, en fait, va dépasser, les effets combinés vont dépasser la somme des effets isolés. Si on faisait l'addition des effets isolés, quelle est la réponse ventilatoire pour une PCO2 élevée à temps. Quelle est la réponse ventilatoire pour une PO2 basse à temps? Ce n'est pas l'addition des deux réponses qu'on va observer, en fait, en réalité, c'est un effet cumulé plus important. Donc c'est là ce que ça veut dire. Les effets combinés des deux réponses, CO2 et O2, dépassent la somme des effets des deux réponses observées séparément. Et donc, dernier diapo récapitulatif. Si vous avez une PCO2 plasmatique qui augmente, il va y avoir une augmentation de la PCO2 dans le LCR et par la réaction dont on a parlé, il va y avoir, donc par l'augmentation d'H+, une stimulation des chémorécepteurs centraux. Si vous avez une augmentation de la PCO2 dans le sang, vous allez avoir donc une PCO2 artérielle qui augmente, et donc il va y avoir une stimulation des chémorécepteurs périphériques par l'augmentation de CO2 et l'augmentation de H+, qui est associée à l'augmentation de CO2. Donc les deux, et on a vu que c'était 70% ça, 30% ça, il va y avoir augmentation de la ventilation. En revanche, si on a une diminution de la PO2 plasmatique, et il faut qu'elle soit inférieure à 60-70 mm de mercure, il va y avoir uniquement une stimulation des chémorécepteurs périphériques et une augmentation de la ventilation. Et il y a généralement, comme souvent, je ne l'ai pas mis, mais dans les boucles neurologiques, il y a souvent un rétrocontrôle négatif, c'est-à-dire que s'il y a une augmentation de la PO, donc la ventilation va entraîner finalement une augmentation de la PO2 plasmatique, et là, évidemment, il va y avoir en fait un rétrocontrôle négatif de la réponse. Il y a un équilibre entre les réponses. Voilà pour la partie contrôle de la ventilation, et ensuite on va passer donc, on va faire 2 minutes de pause et on passe au fœtus.